Donc bonjour à tous. Donc merci pour votre présence à ce webinaire. Je suis Mathias Acadia, je suis Product Marketing Manager chez OVH Cloud et je suis accompagné de Jonathan Guinet, qui est Pre-Sales et expert de nos solutions premiers. Donc quelques données de cadrage. Vous avez forcément tous entendu parler du cloud. L'adoption du cloud n'est pas d'aujourd'hui. Ça fait un certain nombre d'années que ça se fait, mais par contre, aujourd'hui, on observe une bascule dans le cloud. Notamment avec le Covid, les entreprises se sont posé la question de la continuité de leur activité, et ça a été un accélérateur. Alors, il y en a d'autres, on le verra par la suite. Aujourd'hui, quand on parle de cloud, on fait référence à, d'une part, le private cloud. C'est une version du cloud en mode privé, c'est-à-dire que l'environnement est réservé à une seule entreprise, un seul utilisateur, et ce qui permet en fait d'isoler tout simplement les différents environnements de chaque utilisateur, de chaque entreprise, de chaque client. Une deuxième version du cloud, ça va être la partie public cloud. C'est la partie la plus connue aujourd'hui, puisque tout le monde utilise des applications au quotidien. Une des plus connues, ça va être Gmail, vous en avez d'autres, TikTok, etc. Ce sont toutes des applications qui sont hébergées dans le cloud, alors soit en mode privé, soit en mode public. Et sur la partie public cloud, donc vous avez deux typologies de cloud. Vous avez la partie IaaS, qui représente donc les infrastructures as a service, donc accéder à votre stockage, à la puissance de calcul, avec le réseau qui va bien, la sécurité qui va bien. Et puis d'autre part, vous avez le PaaS, plateforme as a service, donc avec des environnements de développement. Donc là, ça reste plus à une population de DevOps. Donc on est sur du multi-tenant, c'est-à-dire que on a le même environnement pour l'ensemble des utilisateurs, hein, et donc c'est partagé et mis à disposition par un fournisseur de cloud. Vous en avez tout un tas qui sont très connus. Vous avez AWS par exemple, vous allez avoir Azure, vous avez également Google avec son offre de cloud. Donc ça, c'est les deux premières parties. Puis enfin, l'hybride cloud, tout simplement, c'est une approche mixte qui va combiner à la fois du private et du public, en complément d'investissements traditionnels dans les data centers. C'est-à-dire que les entreprises vont avoir à la fois leur data center, mais vont héberger également des données en externe, vont utiliser parfois donc du private, parfois du public pour leur développement, et donc l'ensemble sera complètement orchestré par des solutions. Voilà. Donc l'adoption du cloud passe par le cloud hybride, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les entreprises ont de l'interne et de l'externe. Donc les défis actuels de l'informatique d'entreprise. Il faut savoir que les entreprises se sont lancées dans le cloud, pas forcément parce que c'était une évolution technologique, mais parce que ça répondait à des besoins business, des besoins métiers. On peut citer notamment par exemple la gestion du legacy, c'est-à-dire l'ensemble des solutions qui viennent, on va dire, de précédentes vagues de technologies, et qu'il faut continuer à maintenir, qu'il faut continuer à faire marcher, et donc qui nécessite à un moment donné des ressources spécialisées, du hardware parfois qui n'est plus disponible. Donc ça peut être très vite compliqué. Donc les entreprises, pour ce fait, se retrouvent à vouloir migrer vers le cloud et puis se débarrasser justement de cet ensemble. Ça peut être également pour de la flexibilité. Aujourd'hui, on doit pouvoir faire face à des montées de croissance, par exemple, pour une entreprise, parfois des décroissances, du time to market, c'est-à-dire en fait la mise sur le marché d'un certain nombre de produits ou de services très rapidement. Donc on va devoir avoir des ressources informatiques qui peuvent tout simplement suivre cette activité, et ça demande donc une élasticité que permet le cloud. C'est un des intérêts important du cloud, cette élasticité, cette possibilité de provisionner à la fois plus de ressources ou moins de ressources en fonction de l'activité.
Donc l'avantage également, c'est d'avoir une disponibilité des ressources, la sécurité des ressources, mais sans avoir le vendor locking. Alors, en fait, les entreprises aujourd'hui voudraient ne pas être dépendants de leurs fournisseurs d'accès cloud. C'est pas toujours le cas, c'est pas toujours possible, et le vendor locking est un vrai sujet. On va pas rentrer dans le détail ici. La réduction des coûts. Aujourd'hui, les entreprises cherchent à investir moins dans leurs infrastructures pour pouvoir tout simplement dégager des budgets pour des projets à forte valeur ajoutée. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, il va falloir utiliser des outils financiers pour pouvoir tirer parti du cloud. C'est-à-dire que quand vous le faites en interne, vous allez financièrement faire appel à des fonds opérationnels, et quand vous allez acheter des ressources en mode cloud, en fait, on va passer en CAPEX, donc vous allez payer un abonnement, ce qui fait toute la différence pour les entreprises, et ce qui leur permet également la prédictibilité des coûts, ce qui est quelque chose de très important. Également l'innovation. Quand vous mettez vos infrastructures dans le cloud, vous bénéficiez tout simplement de l'innovation du fournisseur. Le fournisseur mutualise sa R&D, propose de nouvelles innovations, et vous en bénéficiez directement, et ça vous permet à vous également d'en tirer parti pour être plus efficace au quotidien, accélérer le time to market, etc., etc. Donc, ces défis, en fait, vont trouver réponse dans le cloud. Le cloud va leur permettre de régler d'une certaine manière ces problématiques. Alors, les stratégies d'entreprise, des entreprises aujourd'hui, elles sont clairement orientées multi-cloud. Aujourd'hui, une entreprise ne fait pas appel à un seul fournisseur pour diverses raisons. Ça peut être tout simplement parce que chez un fournisseur, les solutions ne sont pas disponibles, mais également, ça peut être aussi stratégique par rapport au vendor locking, c'est-à-dire la capacité en fait de mettre vos données dans le cloud, mais de pouvoir les récupérer sans que ça vous coûte plus cher. Donc aujourd'hui, en fait, si on se focalise sur la partie gauche du graphique, il y a une étude d'une société qui s'appelle Flexera, qui est une filiale de l'entreprise RiseScale, qui est connue sur le marché du cloud, qui date de 2020 et qui donnait un certain nombre de chiffres. Le chiffre qui est le plus parlant, c'est le 93%. 93% des entreprises répondantes de ce rapport, cette analyse, cette étude, disait avoir une stratégie multi-cloud. Quand on regarde les chiffres, les autres chiffres, on voit bien que les entreprises aujourd'hui sont clairement focalisées sur le multi-cloud. Donc les avantages, on va être sur la partie droite du graphique du slide, les principaux avantages du multi-cloud, ça va être tout simplement une meilleure gestion des coûts IT, on l'avait dit précédemment, la prédictibilité, ça c'est quelque chose qui est extrêmement important, passage d'OPEX à CAPEX. Également, ça va être l'amélioration de la gestion et la flexibilité de l'infrastructure IT. Donc là, c'est pareil, vous êtes dans une externalisation pour laquelle le prestataire de service, si vous aviez été en infogérance par exemple, le prestataire de service, l'infogéreur, en fait, a intégré directement au fournisseur cloud, puisque ce sont les équipes du fournisseur cloud qui vont assurer la gestion et la maintenance de ces infrastructures. Donc pour vous, ça vous décharge, et puis ça vous apporte également une flexibilité, puisque comme on l'avait dit précédemment, le cloud, ça permet ce qu'on appelle en anglais une scalability, donc de pouvoir suivre vos développements d'activité, donc à la hausse comme à la baisse. Et enfin, l'amélioration de la sécurité dans le cloud et le respect de la conformité, notamment par rapport aux données. Donc ça va être deux aspects qui seront super importants, et on va revenir dessus après. De manière générale, l'amélioration de la sécurité, ça peut être parfois un frein, mais c'est surtout un driver pour aller vers le cloud, parce que ça répond aux enjeux des entreprises. Alors, il y a différents cas, on va dire,
business case qui peuvent apparaître en fait pour tout simplement pour que les entreprises se dirigent vers le cloud. Aujourd'hui, les entreprises peuvent accéder au cloud avec différents objectifs, différents projets. Ça peut être tout simplement la mise de leurs infrastructures dans le cloud pour avoir accès à un data center as a service. C'est-à-dire que ce data center sera toujours pareil, scalable, vous aurez une prédictibilité des coûts, etc., etc. Ça peut être également pour étendre l'infrastructure dans le cloud. À un moment donné, vous faites face à une recrudescence d'activités, ça peut être tout un tas d'activités, et vous avez besoin de déverser une partie de vos activités informatiques, ça peut être du stockage, du compute, dans le cloud. Donc ça, c'est un deuxième cas. La mise en œuvre d'un plan de reprise d'activité, c'est ce que je disais précédemment, notamment avec l'arrivée du Covid. On a vu un certain nombre d'entreprises se dire mince, je ne suis pas forcément équipé pour que mes ressources travaillent à distance, pour pouvoir accéder au SI à distance, etc., etc. Ça a été un accélérateur et c'est un autre chemin vers le cloud. Ensuite, vous avez la consolidation d'un périmètre multi-data center à l'échelle mondiale. Bon, ça, ça peut rejoindre éventuellement le data center as a service. C'est encore un autre cas. Et le débordement dans le cloud avec une infrastructure hyperscale, ça répond également à l'étendre votre infrastructure dans le cloud. On pourrait s'imaginer que parce que vous êtes une entreprise française, que votre siège est en France, que tout simplement les lois qui s'appliquent à vos données sont les lois françaises et les lois européennes. En fait, c'est pas le cas. Les données sont soumises aux lois du pays dans lequel elles sont hébergées. Donc ça peut être une forte problématique. Ça peut être une forte problématique, notamment, alors sur ce slide, vous voyez, il y a trois grandes puissances, donc l'Europe, vous avez également les États-Unis et la Chine. Quand on parle des États-Unis, il y a notamment dans les lois qui ont été votées, qui sont actives, le Cloud Act, qui permet en fait aux entreprises américaines qui fera appel à la justice et la justice elle-même d'aller récupérer un certain nombre de données qui seraient hébergées sur le sol américain pour une entreprise qui pourrait être basée en Europe. Donc quand on regarde, ça veut dire quoi? Ça veut dire que typiquement, si vous hébergez vos données chez AWS, IBM, IBM Cloud, si vous utilisez la solution Google Cloud Platform ou Azure, vous allez vous retrouver dans un cas de figure où parfois vos données seront localisées en Europe, mais parfois aux États-Unis, et du coup, les données sont soumises aux lois du pays. Alors, après, vous avez pour la Chine, il faut savoir que pour l'ensemble de ces continents, vous avez des régulations. Pour la Chine, vous avez une loi qui est le CISL, qui est un équivalent des autres lois sur la gestion des données. Bon, pour l'Europe, vous avez le GDPR que vous connaissez puisqu'on en parle régulièrement. C'est important de prendre en compte ces informations quand on choisit son fournisseur. L'emplacement du siège, donc c'est la petite phrase qui est en haut, l'emplacement du siège de votre fournisseur de cloud computing ainsi que les territoires où vos données peuvent être transférées dictent les règles de confidentialité de vos données. Alors, à noter que OVH Cloud a une entité US qui est complètement déconnectée physiquement et juridiquement d'OVH Europe, qui fait que tout ce qui, si je puis dire, tout ce qui se passe en Amérique reste en Amérique et tout ce qui est hébergé en Europe avec OVH Cloud reste en Europe. Voilà. Donc on viendra sur cette problématique de souveraineté des données. Je vais donner la parole à Jonathan qui va vous parler de l'offre aussi Private Cloud premier. Merci Mathias pour cette introduction. Bonjour à tous. Donc effectivement, on va rentrer un peu plus en détail dans la solution type Private Cloud qui est proposée par OVH Cloud. Donc cette solution, c'est une solution de VMware vSphere as a Service qui est proposée chez OVH Cloud depuis maintenant plus de 10 ans.
qui représente en quelques chiffres justement à l'heure actuelle 3500 vCenter et plus de 11 000 ESX en production. C'est une solution également qui a pour caractéristique d'être scalable, de proposer une certaine granularité au niveau des ressources, donc la possibilité de pouvoir provisionner justement du compute ou du storage additionnel à tout moment. On y reviendra en détail un petit peu plus tard. C'est une solution qui expose justement directement les technologies VMware. Donc, si vous êtes déjà habitué à utiliser ces technos VMware, on reste sur les mêmes technologies et donc sur les mêmes compétences pour prendre en main cette solution. On est sur un VMware vSphere as a Service qui est complètement managé par nos équipes et donc qui est complètement sécurisé, optimisé et qui exploite également donc les technologies VMware, donc de Software Defined Data Center. On va y revenir également donc un petit peu plus tard. Alors, contrairement aux technos de cloud public que vous connaissez déjà sans doute, le gros intérêt, le gros élément différenciant de cette solution Hosted Private Cloud, d'où l'utilisation effectivement de la mention private, c'est qu'on est sur un environnement qui est complètement privé et dédié. C'est-à-dire que les machines physiques sous-jacentes vous sont complètement dédiées. Et donc, vous bénéficiez de la totalité de l'environnement et donc de la totalité des ressources physiques, de la puissance de l'infrastructure. C'est également une solution qui dispose d'un certain nombre de certifications. C'est une des solutions qui est les plus certifiées à l'heure actuelle chez OVH Cloud. On y reviendra un petit peu plus tard dans le détail, mais vous retrouvez notamment des certifications liées à la sécurité de la plateforme. On va notamment parler de tout ce qui est ISO 27001, SOC également. Mais également, c'est une solution qui va vous permettre de pouvoir héberger certains types de données qui ont des besoins spécifiques au niveau certification. Et je pense par exemple à tout ce qui est données de santé ou données notamment provenant des cartes bancaires. Comme déjà évoqué, c'est une solution qui est totalement scalable. On le verra tout à l'heure, hein, donc il y a un socle de base qui est ce qu'on appelle le pack de démarrage chez OVH Cloud, mais il est parfaitement possible de pouvoir provisionner à la demande, au mois ou à l'heure d'ailleurs, des ressources additionnelles. Donc, possibilité de pouvoir provisionner du compute ou du storage en fonction de l'évolution de vos besoins, en fonction d'éventuels pics de charge. Et cet ajout de ressources, il est relativement simple. Il peut se faire directement au travers du panel de gestion et il est effectif en quelques minutes. C'est également une solution qui, comme je le disais tout à l'heure, est basée sur des technos VMware standards et qui donc est une solution qui peut parfaitement être adaptée à des use cases d'hybridation. Donc, tout simplement, hybridation entre vos infrastructures on-premise et d'éventuelles infrastructures déployées chez OVH Cloud. Et c'est également une solution qui est totalement réversible. C'est-à-dire que, par exemple, nous exposons directement les API VMware. Il n'y a pas de surcouche, hein, donc il n'y a pas de vendor lock-in à ce niveau-là. On en parlait tout à l'heure. Et éventuellement, donc tous les scripts que vous allez pouvoir développer pour automatiser certaines tâches de déploiement, d'administration, ou si éventuellement vous souhaitez utiliser des solutions d'infra as code, il est parfaitement possible justement de s'appuyer directement sur ces API VMware et les scripts que potentiellement vous auriez développés fonctionneront exactement de la même façon chez un autre provider qui, ou même chez vous on-premise, en utilisant ces mêmes API VMware. Donc, on est sur une solution qui est totalement, là aussi, réversible. Alors, j'en parlais à l'instant, donc c'est une solution qui intègre donc les technologies SDDC donc de VMware, alors qu'on peut diviser en trois catégories, donc la partie storage, avec notamment la mise à disposition, on le verra, hein, donc il y a différentes offres. Il y a les offres avec du stockage standard, donc du Datastore NFS, et nous proposons également donc des offres avec du Software Defined Storage, en l'occurrence du vSAN, donc du stockage directement intégré au sein des hosts. On y reviendra également un petit peu plus tard, mais donc du stockage SSD très haute performance qui peut venir donc en complément adresser des use cases justement avec des besoins d'IOPS très importants. Toute la partie également computing, alors tout simplement avec cette solution-là, nous intégrons la licence vSphere Enterprise Plus qui vous permet justement de bénéficier de toutes les fonctionnalités VMware. C'est une des licences effectivement avec le plus haut niveau de fonctionnalité côté VMware. Et donc, vous allez bénéficier des fonctionnalités VMware que vous connaissez peut-être déjà, typiquement donc tout ce qui est achat, DRS, fault tolerance, vMotion. Tout ça est complètement intégré à la solution.
Et enfin, donc dernière brique SDDC, la partie network. Et ça se traduit tout simplement par la mise à disposition des technologies donc NSX qui vous permettront tout simplement directement depuis vSphere de pouvoir déployer un ensemble de briques de réseau et sécurité. Donc typiquement tout ce qui va être firewall, load balancer, firewall distribué, NAT, DHCP, enfin voilà, tout ça c'est très facilement déployable au travers justement de la catégorie NSX du vSphere. Alors, si on rentre un peu plus dans le détail du fonctionnement justement de cette offre-là et du fameux pack de démarrage dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, un pack de démarrage au site Private Cloud, ça se traduit tout simplement par la mise à disposition donc d'infrastructures physiques dédiées et donc à minima de ce qu'on appelle de 2 hosts et 2 data stores. Alors, les hosts, c'est là justement que vous allez retrouver le compute. Donc, c'est tout simplement le couple CPU RAM qui va vous permettre de pouvoir justement ensuite allouer ces ressources de compute aux VM que vous aurez décidé de créer depuis l'interface web vSphere. Pour la partie stockage, on est ce qu'on appelle sur des data stores NFS, donc c'est en fait du SAN, hein, donc du stockage réseau. Donc en l'occurrence, ce sont des baies de disques configurées en RAID 10, qui vont communiquer justement avec vos hosts par le biais d'un montage NFS. Et donc, par défaut, dans un pack de démarrage au site Private Cloud, on retrouve donc le couple de 2 hosts et 2 data stores de 2 terrains. Alors, bien évidemment, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, tout ça c'est complètement dédié et il est parfaitement possible, soit lors de la commande initiale, soit après coup, c'est-à-dire une fois que le service est activé, est opérationnel, de pouvoir provisionner à la demande des ressources additionnelles, donc c'est-à-dire des hosts typiquement, ou des data stores. Et donc vous avez un large choix de types de hosts, avec des hosts qui vont de 48 Go de RAM à 768 Go de RAM. On rentrera dans le détail tout à l'heure, et des data stores qui vont proposer donc un stockage qui va de 3 terrains à 36 terrains. Au niveau de la version de vSphere, à l'heure actuelle, nous déployons du vSphere 6.7 et donc avec effectivement la licence Enterprise Plus dont j'ai parlé tout à l'heure. Cette solution intègre nativement un certain nombre d'options. Donc, typiquement, j'ai déjà parlé de NSX tout à l'heure pour les aspects réseau. C'est très simple à utiliser. NSX, en fait, tout simplement, lorsque vous allez vouloir déployer un service réseau, quel qu'il soit, au travers du NSX Manager, vous allez déployer ce qu'on appelle une Edge Gateway, donc une VM qui sera déployée par le NSX Manager. Et c'est sur cette VM-là que vous allez ensuite déployer donc, les services réseau de votre choix. Donc, typiquement, des services, comme je le disais tout à l'heure, de VPN, de NAT, de DHCP, de firewall, etc. Nous intégrons également nativement avec cette solution-là la partie VROPS, qui là aussi est une brique VMware qui permet de monitorer l'ensemble de votre infrastructure. Donc, aussi bien l'infrastructure physique, qui est managée par OVH Cloud, que vos machines virtuelles et les applicatifs que vous allez déployer. Donc, ce qu'il faut bien comprendre d'un point de vue responsabilité, c'est qu'OVH est en charge de l'infrastructure physique, est en charge de l'hyperviseur et assure en fait le maintien en condition opérationnelle de ces parties-là. Et donc, vous avez un accès vSphere as a Service qui vous permettra à vous ensuite de déployer vos machines virtuelles et vos applicatifs, vos systèmes d'exploitation, vos middleware, etc. Dans ces machines virtuelles. En option, alors là on parle d'options par contre additionnelles, nous allons proposer des possibilités notamment d'options de backup au travers donc de la solution Vim. Et donc nous avons une option qui est Vim Backup Manager, qui est très simple à utiliser. Donc avec cette solution-là, on s'occupe véritablement du déploiement de la solution Vim au sein de votre infrastructure hosted private cloud, et vous aurez juste à sélectionner les VM que vous souhaitez donc backuper. Et on s'occupe donc de la réalisation des backups et du stockage de ces backups, soit en local, c'est-à-dire sur le même data center que votre infrastructure hosted private cloud, soit où nous avons également différentes formules qui vous permettront d'avoir une réplication de ces backups hors site. Vous avez également plusieurs options vous permettant d'avoir une rétention plus ou moins longue, donc entre 13 et 35 points de restauration, voire même une rétention longue durée avec 11 points de rétention sur l'offre la plus élaborée, l'offre premium effectivement de cette option Vim Backup Manager. En sachant qu'il existe également un autre mode de consommation de cette partie Vim, qui est donc l'offre Vim Enterprise, offre avec laquelle nous vous mettrons à disposition les licences Vim
et auquel cas, ce sera à vous de monter votre propre Vim Backup et Réplication au sein de votre infrastructure Hosted Private Cloud. Auquel cas, bien évidemment, vous aurez la main pour gérer donc le type de backup, la rétention, la localisation de ces backups et également le type de stockage est utilisé pour le stockage justement de ces backups. On a vraiment ces deux approches, une solution qui est totalement managée et une solution où on vous met à disposition les licences et c'est vous qui gérez la solution Vim à proprement parler. Autre option additionnelle, donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, un pack Hosted Private Cloud est localisé sur un data center. Donc en l'occurrence, pour nos data centers français, les solutions Hosted Private Cloud sont localisées sur nos data centers de Roubaix et Strasbourg. Il est parfaitement possible de prendre deux infrastructures Hosted Private Cloud, l'une à Roubaix, l'autre à Strasbourg, et de mettre en place une solution de plan de reprise d'activité entre ces deux infrastructures. Donc, typiquement, nous, la solution qu'on propose pour adresser ce genre de besoin, c'est l'utilisation de la solution Zerto. Zerto, c'est un logiciel tout simplement qui vous permettra de créer ce qu'on appelle des VPG, Virtual Protected Group, et de sélectionner les VM de votre infrastructure principale qui seront répliquées sur votre infrastructure de spare. Zerto donc gérera cette synchronisation entre les deux infrastructures avec un débit de synchronisation qui est de l'ordre de de 90 mégaoctets par seconde. Et nous vous proposerons également avec cette solution-là un RPO de quelques secondes et un RTO de quelques minutes. Tout dépendra en fait tout simplement du nombre de VM qui seront à synchroniser et tout simplement de l'espace de stockage qui est ensuite alloué à ces différentes machines virtuelles. Et donc Zerto gère également gère la synchronisation des deux infrastructures, mais également le failover, c'est-à-dire en cas de défaillance de l'infrastructure principale, le basculement de l'infrastructure principale vers l'infrastructure de sphère. Et enfin, donc, dernière option, donc là on parle d'offres spécifiques, hein, c'est vraiment une gamme spécifique. Ce sont donc les gammes vSAN, où là pour le coup, en plus du stockage Dataster NFS, qui est également proposé avec cette solution-là, nous vous proposerons en plus du stockage vSAN, c'est-à-dire directement intégré au sein des hosts sur des disques NVMe configurés donc avec une stratégie de réplication qui est liée justement à l'utilisation de vSAN. Et donc sur cette option vSAN, cela vous permettra d'adresser des use cases avec des besoins justement d'accès disque beaucoup plus importants que ce qui est permis sur les datastores NFS. Voilà un peu justement pour les explications sur ce que c'est un pack de démarrage Hosted Private Cloud. Alors, si on rentre un peu plus justement dans le détail de cette gamme premier, qui est la gamme qui nous intéresse aujourd'hui. Vous avez le choix justement entre différents types de hosts, j'en parlais tout à l'heure, donc des hosts typiquement qui vont de 48 Go de RAM à 768 Go de RAM. Vous pouvez parfaitement mixer au sein d'une même infrastructure Hosted Private Cloud différents gabarits de hosts. C'est-à-dire que vous pouvez parfaitement partir sur un pack premier 48, un pack de démarrage premier 48, et ensuite venir provisionner des hosts additionnels premier 96, premier 192, premier 384 ou premier 768. Ou inversement, vous pouvez parfaitement démarrer sur un pack premier 768 et à tout moment venir provisionner des hosts additionnels premier 48 ou premier 96. Donc on a vraiment effectivement une couverture assez importante et des gabarits effectivement qui permettent d'adresser différents types de use cases, que ce soit des besoins assez faibles hein, sur les aspects ressources ou des besoins au contraire beaucoup plus importants. Au niveau stockage, même principe. Donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, nous avons par défaut 2 fois 2 Tera et bientôt donc 2 fois 3 Tera. C'est-à-dire que l'offre est en cours de modification et nous passerons dans les jours à venir sur un stockage intégré au pack de démarrage à 2 fois 3 à la place de 2 fois 2. Et donc, il est parfaitement possible, comme j'expliquais tout à l'heure, de pouvoir provisionner du stockage complémentaire, donc des datasters additionnels en version 3 Tera, 6 Tera, 9 Tera, 18 Tera ou 36 Tera. À tout moment également, les options dont je vous parlais tout à l'heure, il est possible de les activer au travers de l'espace client OVH. Donc en fait, on a deux interfaces de gestion principales sur cette offre-là. On a donc toute la partie vSphere qui va vous permettre de gérer, on va dire plutôt techniquement, la solution, donc de procéder au déploiement de vos VM, à la configuration de ces VM,
etc. De gérer les aspects réseau avec NSX, de gérer effectivement également ce qu'on appelle le VERAC. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore cette techno VERAC, c'est une technologie qui a été mise au point par OVH Cloud et qui vous permet tout simplement d'avoir accès à 4000 VLAN, de répartir vos services OVH Cloud, quels qu'ils soient d'ailleurs. C'est-à-dire que ce n'est pas une option qui est uniquement accessible sur l'offre Hosted Private Cloud, c'est une option qui est également disponible sur nos offres Public Cloud et serveurs dédiés. Et donc, vous pouvez parfaitement créer des infrastructures hybrides en mixant du Hosted Private Cloud, du serveur dédié et du Public Cloud sur une même localisation, sur un même data center. Mais le VERAC permet également d'avoir un déploiement multi-data center. C'est-à-dire que vous pouvez faire du VERAC et donc avoir des VLAN étendus entre les data centers OVH Cloud. Et donc, typiquement, avoir une infrastructure Hosted Private Cloud, par exemple, localisée à Roubaix et du Public Cloud ou du Bare Metal, par exemple, sur Strasbourg. Et donc, ces options, il est possible de les activer effectivement à tout moment depuis l'espace client OVH Cloud. L'espace client OVH Cloud va vous servir plutôt à la gestion, on va dire, administrative de la solution. Donc, tout ce qui va être gestion et configuration, activation des options. Donc, typiquement, tout ce qui est option de plan de reprise d'activité avec Zerto, activation également de la partie Vim Backup, activation des options liées aux certifications, donc activation notamment par exemple de l'option HDS pour avoir la possibilité d'héberger des données de santé sur l'infrastructure Hosted Private Cloud. Et c'est là également, donc au travers de l'espace client, que vous allez retrouver la gestion, notamment par exemple de tout ce qui est règles d'ACL pour l'accès à l'interface vSphere, donc la possibilité de pouvoir définir des règles de restriction par IP pour l'accès justement à l'interface de configuration vSphere. Et également, donc, c'est par ce biais que vous allez pouvoir configurer notamment les users vSphere, donc les utilisateurs qui auront la possibilité de se connecter là aussi à l'interface vSphere. Enfin, on est sur une solution qui, comme pour l'ensemble, en tout cas la grande majorité des solutions proposées par OVH Cloud, qui est totalement automatisée, industrialisée. C'est-à-dire que typiquement, si vous souhaitez commander une solution Hosted Private Cloud, donc la commande se fait directement en ligne sur notre site web, et cette infrastructure est livrée automatiquement dans un délai d'environ 60 minutes. Donc, ce qui vous permet très rapidement de pouvoir commencer à utiliser la solution, à la tester et ensuite à déployer vos workloads pour pouvoir lancer effectivement une phase de production très rapide sur cette plateforme. Quand je parlais tout à l'heure également d'automatisation, c'est valable aussi pour l'ajout de ressources. Comme j'expliquais tout à l'heure, à tout moment, vous pouvez provisionner des ressources additionnelles et cet ajout de ressources est effectif en quelques minutes. De la même façon, on y reviendra un petit peu plus tard, donc on a développé un certain nombre de valeurs ajoutées, de services complémentaires au VH Cloud, qui sont plus ou moins uniques sur le marché, comme par exemple notamment en cas de défaillance constatée d'un des hosts de votre infrastructure, nous vous mettons à disposition ce qu'on appelle un host de spare en moins de 60 minutes, en remplacement du host défectueux. Et donc cette opération, elle est complètement automatique et elle est complémentaire aux fonctionnalités VMware que vous allez pouvoir utiliser et configurer au sein de vos machines virtuelles. Donc typiquement, en cas de défaillance d'une machine physique, d'un host physique qui compose votre cluster, vous avez les fonctionnalités VMware qui vous permettront, par exemple, d'avoir un redémarrage des VM impactés sur les hosts qui restent fonctionnels au sein de votre infrastructure. Nous vous livrons donc le host de spare en 60 minutes, ce qui fait que vous avez un fonctionnement en mode dégradé pendant 60 minutes. Et ensuite, vous revenez à un fonctionnement nominal. Alors, on va passer au détail des packs et aux tarifs liés à ces packs. Donc, comme vous pouvez le constater, donc on a les packs dits standards et les packs vSAN qui sont juste en dessous. Au niveau des packs standards, vous avez donc le prix du pack de démarrage et le prix au host. Donc, par exemple, si je prends le cas du host 48, le pack de démarrage avec 2 hosts 48 et 2 fois 3 Tera de stockage Datastore NFS est à 1171 € hors taxe par mois. Si je souhaite provisionner un troisième host supplémentaire, j'ajouterai donc un host premier 48 à 429 € hors taxe par mois. Même principe sur les hosts 96, les hosts 192, les hosts 384 et les hosts 768. Petite précision sur les packs vSAN. Donc, comme je l'ai dit, vSAN intègre
du stockage Datastore. Donc on a toujours ces 2 fois 3 Tera de stockage Datastore NFS, mais en plus vous avez du stockage local, directement intégré au sein du host sur des disques NVMe. Et pour des besoins notamment de réplication des données et de failure tolérance, les packs de démarrage vSAN vont contenir par défaut non pas 2 hosts, mais 3 hosts à minima. Donc un pack vSAN, un pack host vSAN 192 typiquement, se compose de 3 hosts vSAN 192 avec du stockage intégré et 2 datastores de 3 Tera NFS. Et donc pour ce pack de 3 hosts, nous sommes sur une tarification mensuelle hors taxe à 3 991 €. Si je souhaite provisionner un 4e host vSAN 192 dans mon infrastructure, je devrais ajouter à ma facturation 1 226 € hors taxe par mois. Même principe également sur les hosts vSAN 384 et les hosts vSAN 768. Et donc SLA. Cette solution, Hosted Private Cloud premier, et ça c'est une petite annonce qu'on peut vous faire aujourd'hui, jusqu'à maintenant le SLA était à 99,95%. Et désormais, d'ici quelques jours, nous allons passer à un SLA à 99,99% sur l'ensemble des briques que vous voyez ici. Donc sur la partie ESX, donc les hosts, sur la partie stockage et sur la partie réseau. Et donc, nous sommes sur un SLA à 99,99 qui est global à l'ensemble de l'environnement, contrairement à ce qui se pratiquait avant, où nous étions sur un SLA qui était indépendant entre les différentes briques. Là, on va retrouver effectivement cette notion de disponibilité globale sur l'ensemble justement de l'environnement. Je vous parlais tout à l'heure également des aspects donc, liés aux certifications. Cette solution, donc Hosted Private Cloud, est à l'heure actuelle, comme je l'expliquais, donc la solution qui est la plus certifiée chez OVH Cloud. Alors, on va retrouver des certifications liées justement à la sécurité de l'infrastructure, donc typiquement tout ce qui est ISO 27001, ISO 27117, 27118, 27701, SOC 2 type 2. On va retrouver également des certifications liées à l'hébergement de certains types de données. Donc, j'en parlais tout à l'heure, donc tout ce qui est certification HDS pour l'hébergement des données de santé en France, qui est également transposable justement à d'autres pays, hein, donc tout ce qui est Italie, Grande-Bretagne, Allemagne et Pologne. On a également le pendant nord-américain qui est IPA. Nous proposons également sur cette solution la certification, l'agrément PCI DSS qui va vous permettre de pouvoir stocker les données de carte bancaire sur la plateforme. Avec toute la partie également PS2E qui est accessible. Et enfin, donc la dernière, alors pas une certification, c'est plutôt une qualification qui est délivrée par l'ANSSI en France. Et nous avons donc reçu dernièrement, depuis le mois de décembre, la qualification Secnum Cloud par l'ANSSI, qui fait de nous donc le 2e cloud provider en France à disposer effectivement de cette qualification et qui permettra justement, alors on sortira les offres Secnum Cloud courant mars, et cela donc vous permettra d'être compliant justement avec les exigences de l'ANSSI à ce niveau-là, et donc d'avoir un très haut niveau de sécurité, encore plus que ce que permet déjà d'obtenir ISO 27001 notamment. Et donc typiquement, ça vous permettra d'adresser des use cases sur des besoins justement et de stockage de données très sensibles, donc, typiquement d'adresser des besoins type OIV, type ministère ou ce genre de choses. Donc on a une couverture très importante sur les aspects certification, agrément autour justement de cette solution Hosted Private Cloud. Sur les aspects support, alors bien évidemment, par défaut, vous avez accès avec la solution donc Hosted Private Cloud à un support donc standard. Et bien évidemment, comme j'expliquais tout à l'heure, nous nous occupons du maintien en condition opérationnelle de la plateforme. Donc ça passe tout simplement par une présence 24/7 dans nos data centers, un système de monitoring qui vient donc monitorer les infrastructures physiques, et également donc nos techniciens dans les data centers sont capables d'intervenir, comme j'expliquais, en 24/7 en cas de défaillance constatée. Nous avons également un ensemble de solutions de machine learning et d'intelligence artificielle qui sont déployées et qui nous permettent de pouvoir effectuer de la maintenance prédictive. En complément,
de ce socle, on va dire, standard. Vous avez également donc accès à un support par ticket ou par téléphone, mais nous avons également des niveaux beaucoup plus avancés de support, avec 4 niveaux de support, donc le niveau Premium, Business ou Enterprise. Donc le support chez nous, tout simplement, c'est déjà 400 experts techniques, un support local dans 12 pays et une couverture en 24/7, justement lié aux niveaux de support les plus importants chez nous, qui sont donc les supports Business et Enterprise. Alors, si on prend par exemple le cas du support Enterprise, d'un point de vue accompagnement, ça va encore plus loin parce que ça vous met à disposition ce qu'on appelle un Technical Account Manager, qui est en fait un interlocuteur dédié qui vous permettra tout simplement d'avoir un interlocuteur unique, un point de contact, on va dire unique, qui vous permettra d'avoir également une visu régulière. Donc, ça passe par des comités de suivi, des comités opérationnels, où le Technical Account Manager fera des revues régulièrement justement sur l'état de votre infrastructure, sur les montées en charge, sur la facturation, sur le respect des SLA, etc., etc. Donc on est capable justement de monter sur des niveaux d'accompagnement de services beaucoup plus importants au travers justement de ces différents niveaux de support. Et nous avons également développé depuis peu ce qu'on appelle le Professional Services, où là justement nous serons en mesure de vous accompagner sur des besoins d'architecturage ou des besoins effectivement de design et notamment liés à tout ce qui est opération de migration. Donc, on a des équipes justement d'architectes qui font partie de cette équipe Professional Services et qui sont là pour vous accompagner, pour réaliser des audits, pour définir avec vous des scénarios de migration et d'architecturage autour justement de cette solution en style private cloud. Et bien évidemment, nous avons également un ensemble de partenaires identifiés au travers de notre programme partenaire qui, eux, seront en mesure de vous accompagner pour la mise en place à proprement parler. C'est-à-dire que notre équipe Professional Services est plutôt là pour du conseil et ensuite, soit vous prenez directement à votre charge la partie déploiement, configuration, soit nous avons également un réseau de partenaires qui est capable de vous accompagner pour la mise en place opérationnelle, j'ai envie de dire, et l'application justement des scénarios qui ont été convenus par exemple avec nos équipes Professional Services. Voilà pour les aspects support accompagnement. Je vous propose de continuer cette présentation par justement la présentation de quelques cas d'usage. On a vu concrètement un peu l'état du marché à l'heure actuelle, la dimension effectivement multi-cloud qui est de plus en plus importante, la partie hybride cloud également qui prend de plus en plus d'importance, donc le fait de mixer par exemple des infrastructures on-premise et des infrastructures déployées dans le cloud. Et donc, on va rentrer un petit peu justement dans le détail des cas d'usage possibles autour justement de cette solution en style private cloud. Et on va prendre des cas très concrets. Alors, premier exemple justement de cas d'usage, j'en parlais à l'instant, c'est tout ce qui va être extension de data center on-premise et migration. Alors, premier exemple, je vous parlais tout à l'heure de l'entité Professional Services et donc des architectes qui la composent. Eh bien, pour la plupart, ces architectes font partie d'une entité qui est une ancienne entité de VMware qui s'appelait donc vCloudr, qui a été rachetée par OVH Cloud il y a quelques années maintenant. Et donc, cette entité était côté VMware en charge justement de l'hébergement de certains clients justement dans des data centers VMware. Et lorsque nous avons racheté effectivement cette activité vCloudr, le premier défi, ça a été de procéder à la migration des clients vCloudr, donc des data centers VMware qui étaient essentiellement des data centers de colocation, vers du hosted private cloud mis à disposition par OVH Cloud dans nos propres data centers. Pour ce faire, nous avons utilisé une technologie qui s'appelle HCX, qui permet de réaliser de la migration à chaud. Et cette migration, justement, s'est déroulée sur, on va dire, une phase d'environ 1 an, ce qui nous a permis en fait de migrer en 1 an 400 environnements, 6400 VM et environ 2 pétas de stockage. Autre exemple, autre use case, c'est donc plutôt un use case autour d'une extension de data center. Donc typiquement le fait d'avoir un cloud hybride, c'est-à-dire où on vient mixer des infrastructures on-premise et des infrastructures déployées chez OVH Cloud.
Et donc là, typiquement, nous avons le cas de Auchan Retail, où Auchan, justement, a interconnecté ces infrastructures on-premise avec les infrastructures OVH Cloud. Et donc ça passe par l'utilisation d'une solution qui s'appelle OVH Cloud Connect, qui vous permet en fait de pouvoir interconnecter vos infrastructures on-premise avec soit un point de présence OVH, c'est ce qu'on appelle les interco Cloud Connect direct, soit nous avons également la possibilité de travailler avec certains de nos partenaires, en l'occurrence par exemple Equinix ou Megaport. Et donc cette interconnexion a permis à Auchan Retail d'avoir un cloud hybride et a pu permettre à Auchan de réduire la voilure sur ses data centers, donc de passer de 14 data centers à 4 data centers. Et ça leur a permis également de pouvoir réduire leur temps de déploiement de leurs applicatifs, parce que justement, cette solution en style private cloud est très facilement scalable. Et ça a pu leur permettre de réduire leur temps de déploiement de 8 semaines à 10 minutes. Autre cas d'usage, c'est le cas de la reprise d'activité. Donc là aussi, plusieurs scénarios envisageables. Nous pouvons vous proposer des solutions de PRA qui vont mixer du hosted private cloud et du bare metal, donc du serveur physique, du serveur dédié. Auquel cas, typiquement, vous passerez par l'utilisation de la solution Vim, et en l'occurrence de la solution Vim Enterprise, donc la mise à disposition des licences Vim. Vous montez votre propre Vim Backup et réplication sur votre infrastructure hosted private cloud, et ensuite vous venez stocker vos backups sur du bare metal. Avec cette solution-là, on parle donc généralement d'applications non critiques, et on est sur un RPO qui est d'environ 24 heures et un RTO qui est environ de 4 heures. Autre exemple, toujours via l'utilisation de Vim, mais là par contre, nous n'allons pas avoir du hosted private cloud et du bare metal, mais deux infrastructures hosted private cloud sur deux data centers. Alors juste pour revenir un peu sur les notions de RPO, RTO, donc RPO tout simplement Recovery Point Objective, donc c'est la perte maximale de données acceptable, et le RTO, donc Recovery Time Objective, la durée maximale d'interruption admissible. C'était pour un petit peu clarifier justement les termes. Et donc, pour revenir à ce deuxième cas de figure, donc il est parfaitement possible d'avoir deux infrastructures hosted private cloud et d'utiliser Vim pour avoir justement les backups qui sont directement stockés sur une seconde plateforme hosted private cloud qui permettra ensuite d'effectuer une reprise d'activité en cas de défaillance de l'infrastructure principale. Auquel cas, nous sommes sur un RPO qui est d'environ 15 minutes et sur un RTO qui est d'environ 1 heure. On parle essentiellement d'applications essentielles avec ce type d'utilisation. Et enfin, donc, la dernière solution dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure, c'est la réplication automatique avec l'utilisation de Zerto en mode managé. Et auquel cas, donc, vous avez juste à sélectionner les VM. En fait, vous avez juste à créer ce qu'on appelle un VPG, comme j'expliquais tout à l'heure, donc Virtual Protected Group, à sélectionner les VM que Zerto doit synchroniser entre les deux plateformes hosted private cloud. Et ensuite, Zerto gérera automatiquement cette réplication et vous permettra également de déclencher le failover en cas de défaillance de l'infrastructure principale. Et là, bien évidemment, on est sur une réplication automatique, on est sur un usage essentiellement destiné aux applications critiques, et donc c'est là-dessus qu'on va retrouver le RPO le plus faible, environ 1 minute, et également le RTO le plus faible, environ 15 minutes. Pour les bases de données, nous vous conseillons plutôt d'utiliser les fonctions de synchronisation native au sein d'un cluster multisite. C'est beaucoup plus adapté aux bases de données d'utiliser effectivement ces fonctions de synchronisation native. Troisième et dernier use case, on en a déjà un petit peu parlé, c'est toute la partie effectivement hybride cloud, multi-cloud. Je vous parlais tout à l'heure donc de l'option OVH Cloud Connect qui vous permet d'interconnecter des infrastructures on-premise. Cette option OVH Cloud Connect et notamment la partie provider, donc en l'occurrence au travers de Equinix et Megaport, permet d'adresser des use cases multi-cloud. Et donc typiquement, vous pouvez parfaitement avoir une partie de votre infrastructure déployée chez certains cloud providers, une autre partie de votre infrastructure qui est déployée chez OVH Cloud et faire communiquer le tout justement par le biais de cette liaison OVH Cloud Connect provider. Je vous parlais également du VRAC tout à l'heure. Et pour y revenir, donc le VRAC vous permet d'avoir accès jusqu'à 4000 VLAN et donc de faire communiquer par le biais de ces VLAN l'ensemble des produits et des solutions OVH Cloud. Donc on parle de Hosted Private Cloud, Bare Metal ou Public Cloud. Et ça, peu importe leur localisation, peu importe leur data center.
Donc on l'a vu, hein, cette solution et surtout l'utilisation en combinaison justement d'OVH Cloud Connect ou du Verac permet véritablement de pouvoir monter des infrastructures hybrides et multi-cloud. Pour la suite, je vais donc repasser la main à Mathias qui va vous parler justement du comparatif de cette offre-là avec le marché. Sur le marché, vous avez un ensemble d'offres concurrentes. Je vais me focaliser sur trois principales. En fait, vous avez sur la gauche plutôt des services managés. Sur la droite, vous allez vous diriger vers des hyperscalers. En fait, quand on parle d'hyperscalers, on parle d'acteurs du cloud qui fournissent des ressources massives, donc des entreprises US avec IBM, AWS, Azure, etc. En fait, on a un ensemble d'acteurs sur le marché, un ensemble d'acteurs donc sur le hosted private cloud, et ça peut être des sociétés qui sont plutôt à la fois sur la partie service IT, mais également sur le cloud computing, avec Keops Technologies, par exemple, Claranet, SCC. Vous avez également les industriels du cloud. Donc au centre, vous avez notamment VMware avec sa solution cloud Verified. Vous avez sur la droite des acteurs qui se dirigent, qui sont plus ce qu'on peut appeler les hyperscalers, avec par exemple IBM et sa solution VirtuStream en Azure. En 2017, Forrester, qui est une société d'analyse de marché, comme IDC, comme Gartner, nous a proposé en fait de rentrer dans sa wave, son rapport d'analyse qui s'appelle la Forrester Wave. Et en fait, dans ce rapport d'analyse, il y a un ensemble de sous-rapports sur des sujets bien différents. Et donc, sur le sujet Hosted Private Cloud, en fait, Forrester a choisi de nous nommer leader. De nous nommer leader, il faut savoir, quand on regarde sur la partie droite de ce slide, en fait, il y a un ensemble d'acteurs qui sont des acteurs relativement matures sur le marché et qui peuvent également avoir des offres assez importantes. Pour autant, en Europe, Forrester nous a déclaré le leader sur ce marché. Il y avait un sujet que je voulais réaborder avec vous, puisqu'on l'a déjà vu au début de la présentation, c'est la souveraineté des données. Donc, on a parlé de cette souveraineté, du fait que les données sont données qui sont parfois sensibles, sont soumises aux lois territoriales, donc l'endroit où les données sont hébergées. En fait, quand on choisit son fournisseur de cloud, il faut se poser un certain nombre de questions. Certaines entreprises vont plutôt regarder les coûts, d'autres vont regarder les services, certaines vont regarder les différentes configurations qui s'offrent à elles, les différentes options, etc. D'autres paramètres devraient être pris en compte. L'un des plus importants, c'est la localisation des données. Donc, je ne vais pas revenir dessus, c'est l'histoire des lois territoriales. Donc, où sont mes données? Qui possède les serveurs et les data centers? Est-ce que je peux effectuer un audit sur ce site? Ça, c'est les questions qu'il faut vraiment se poser quand on choisit son fournisseur cloud. Ensuite, on a le transfert de mes données. J'ai des équipes en fait qui vont soit utiliser les données, soit faire de la maintenance sur les environnements qui détiennent ces données. À un moment donné, où sont-elles? En fonction de là où elles sont, les données peuvent être téléchargées, même si on les modifie pas. Et donc, du coup, on tombe sous le coup de ces lois territoriales et de cette histoire de souveraineté des données. Donc, il faut faire vraiment attention. La question principale à se poser dans ce cas, c'est: mon fournisseur peut-il me garantir que mes données qui sont stockées, par exemple, dans l'Union européenne, ne vont pas sortir de l'Union européenne parce que traitées, parce que environnement managé ailleurs qu'en Europe. Un dernier sujet, ça va être donc souveraineté de mes données, où se trouve le siège social de mon prestataire, de mes sous-traitants.
quelles sont les lois, donc les réglementations, c'est ce que je disais avant, qui sont applicables à mes données, en particulier en termes de confidentialité. On parle souvent de RGPD pour la France, pour l'Europe, pardon. Est-ce que les pays dans lesquels les données sont hébergées sont compatibles avec ces lois? On est donc arrivé aux questions. Quelle différence entre le Hosted Private Cloud et le Managed Bare Metal? On est plus ou moins effectivement, en tout cas techniquement parlant, sur des solutions qui vont être similaires, c'est-à-dire que on reste effectivement sur des infrastructures qui physiquement parlant sont dédiées, on reste sur du vSphere as a service. Qui va changer, c'est le type de host, où là sur Essentials, on aura essentiellement un positionnement d'entrée de gamme avec des hosts justement d'une capacité moins importante au niveau ressources. Et également sur ces offres donc Essentials, nous sommes effectivement là aussi sur un positionnement d'entrée de gamme vis-à-vis des services inclus. Donc typiquement, l'intégralité des options dont je vous parlais tout à l'heure, vous ne les retrouverez pas en standard sur cette offre-là. Donc on est plutôt donc sur du haut de gamme sur les offres premiers et sur de l'entrée de gamme sur les offres Essentials. Alors ensuite, on a une autre question sur la taille du stockage vSAN fourni. Alors tout dépendra en fait du host, c'est-à-dire que bon, sur la partie vSAN, vous avez donc 3 types de hosts, donc du premier vSAN 192, du premier vSAN 384 et du premier vSAN 768. Sur le 192, nous sommes sur un stockage brut de 8 Tera NVMe par host. Sur du vSAN 384, 19 Tera et sur du vSAN 768, 38 Tera. Donc là, je parle vraiment de stockage brut. Après, sur le stockage utile, tout dépendra justement de la configuration vSAN qui sera appliquée et donc notamment sur le type de réplication qui sera effectué au niveau des données et sur la failure tolérance également qui sera recherchée. Et donc ça, vous avez la possibilité de le configurer vous-même justement au travers de vSphere. Peut-on brancher un host vSAN sur un pack de démarrage non vSAN? C'est pas fondamentalement recommandé dans le sens où, comme j'expliquais tout à l'heure, sur les packs vSAN, vous allez avoir à minima 3 hosts vSAN. Et ça, c'est véritablement justement le prérequis pour pouvoir définir cette fameuse politique de réplication des données et de failure tolérance. Donc sur un seul host vSAN, l'inconvénient, c'est que l'application de cette politique ne sera pas possible et donc potentiellement vous mettez vos données à risque. Donc c'est absolument pas conseillé. Mieux vaut partir effectivement sur un minimum de hosts vSAN provisionnés dans l'infrastructure pour pouvoir justement appliquer cette politique de réplication. Alors, on a eu une nouvelle question. Quelle est la différence de performance entre le stockage NFS et vSAN? Alors, on parle effectivement de deux choses qui sont complètement différentes, c'est-à-dire que sur le stockage, donc Datastore NFS, on est déjà sur du stockage réseau, forcément. Donc qui viendra effectivement. Alors on est sur des disques full SSD au niveau des datastores NFS. Par contre, on a cette couche NFS, justement, ce partage NFS qui va forcément faire comment dire, baisser les performances, notamment sur les aspects IOPS. Là où sur le stockage vSAN, on est sur du stockage local, sur des disques NVMe qui plus est, et donc sur des très hauts niveaux de performance au niveau IOPS. Donc typiquement, alors là, j'ai pas de bench directement à disposition, mais voilà, on est véritablement sur une différence assez importante entre les datastores NFS sur les aspects IOPS et la partie vSAN. Pas du simple au double, mais quasiment. Et donc typiquement, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que la partie vSAN, nous, on va la recommander pour, par exemple, le déploiement de services, typiquement, par exemple, de la grosse base de données qui a forcément un besoin d'IOPS très important. Dans ce cas de figure, on va vous préconiser justement du vSAN. Mais comme j'expliquais, il est parfaitement possible dans un pack vSAN de pouvoir mixer aussi bien du stockage vSAN que du stockage Datastore. Vous pouvez parfaitement prendre un pack vSAN et si, dans le cadre de l'évolution de vos besoins sur les aspects storage, vous avez besoin de provisionner du stockage, mais pas du stockage hyper performant, enfin moins performant en tout cas, auquel cas, il est parfaitement possible de pouvoir provisionner du Datastore additionnel au sein des packs vSAN. En fait, tout simplement, pour Alors là, pouvoir on a ajouter du stockage complémentaire en vSAN, il faudra passer par l'ajout de hosts vSAN complémentaires et donc de compute additionnel également, forcément.
On a une nouvelle question qui est un peu plus complexe. Comment migrer depuis une infrastructure existante, Private Cloud en 6.7, vers un nouveau data center premier? La procédure est-elle identique vers du bare metal? Alors là, il existe différentes possibilités. Alors en sachant qu'on est en train de travailler justement à l'heure actuelle sur la mise en œuvre de solutions de migration simplifiée, inter-VDC par exemple. Mais à l'heure actuelle, on peut par exemple déjà vous préconiser l'utilisation de solutions comme Vim qui peuvent vous permettre de pouvoir migrer vos machines virtuelles d'une infrastructure existante vers une nouvelle infrastructure hosted private cloud premier. Alors, une autre question. Y a-t-il de la supervision avec De la supervision, c'est-à-dire? du monitoring? Alors, nous proposons justement avec cette solution hosted private cloud premier, l'intégration justement de la brique VMware VEROPS qui permet de monitorer aussi bien l'infrastructure physique, mais également donc vos machines virtuelles. Est-ce inclus ou est-ce une option? C'est inclus. Pourquoi la version VMware 7 n'est pas implémentée? C'est pas encore le cas, mais ça arrive. On travaille justement sur Voilà. l'implémentation de la version vSphere 7.0. En termes de délai, de timing, on sera très certainement sur une solution qui sera déployée courant 2021. Pourquoi vSphere 7 et NSXT sera un gros Big Bang? Tout simplement, vSphere 7 va apporter des fonctionnalités additionnelles qui ne sont pas présentes dans la version 6.7. Et NSXT, à l'heure actuelle, il faut savoir ce qu'on propose en termes d'NSX et NSXV. NSXT, là aussi, va beaucoup plus loin sur les possibilités de configuration et de déploiement. Donc, il y a des services qui sont présents dans NSXT qui ne sont pas en NSXV. Et donc là aussi, effectivement, le fait de proposer du NSXT vous permettra d'aller beaucoup plus loin sur la gestion et le déploiement de services réseau. Merci à tous pour votre participation et pour vos questions. Ces échanges donc étaient très intéressants.